Bonjour à toutes et à tous. Bonjour également à ceux qui sont en ligne. Ravi de vous accueillir pour ce midi de l'IREMO. Ravi surtout d'accueillir Carole André de Sorne, qui est docteur en sociologie politique, qui est spécialiste des rapports de force au Moyen-Orient, qui est chercheuse associée à la FRS, chercheuse d'enseignement à l'Institut catholique de Paris. Enfin, Carole est très active et qui a écrit plusieurs ouvrages, mais surtout on la reçoit aujourd'hui pour son dernier livre, qui est un livre, me semble-t-il, très important, et je vous dirai en deux mots pourquoi. À mon avis, en tous les cas, c'est un livre important. Ce livre qui s'intitule « Guerre silencieuse » au pluriel, embargo et blocus au Moyen-Orient de 1948 à nos jours, aux éditions Goettner. C'est un livre, me semble-t-il, important parce qu'il aborde un sujet dont on parle beaucoup dans la presse, mais de manière un peu au détour de phrase. On parle d'embargo, de blocus, on utilise ces termes, mais sans forcément toujours bien les comprendre et surtout savoir ce qu'il y a derrière, ce que ça recouvre. Et donc, à ce titre, il me semble que c'est d'abord très pédagogique, et ça, c'est quand même un point extrêmement positif sur un sujet aussi compliqué où on peut avoir tendance à mélanger beaucoup ces termes, d'avoir cet ouvrage qui remet les choses en place, qui explique ce que sont ces termes, et avec ce que j'ai beaucoup apprécié, moi, en tous les cas, ce rappel historique, ce retour historique sur d'où vient, finalement, d'où ça vient, parce que c'est très ancien, puisque tu fais remonter ça à la guerre de Troie, donc c'est quand même pas tout jeune. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est d'avoir cette chronologie qui permet justement de voir l'évolution aussi de ces différents termes qui sont utilisés. Et donc, je pense qu'on a tout intérêt à écouter Carole qui va nous expliquer justement la démarche de ce livre. Moi, la première question, c'est pourquoi tout d'un coup tu t'es intéressée à cette question, qui est quand même une question complexe. Je crois que tu y as passé beaucoup de temps parce que démêler justement les différentes significations de tous ces termes n'a pas forcément, j'imagine, été très simple. Et puis, il y a toute la dimension, évidemment, après politique qu'on va voir. Est-ce que ces sanctions, embargo, blocus ont un intérêt? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que c'est contre-productif? C'est quand même des questions auxquelles on est confronté régulièrement, et tout particulièrement au Moyen-Orient, puisque de nombreux pays ont subi ces embargos, mais aussi les pays arabes l'ont utilisé à une époque. Alors c'est vieux, en 56 et en 73, mais c'est aussi une arme qui a été utilisée par les pays arabes contre les pays occidentaux. Et donc, c'est vrai que tout cela mérite, à mon avis, en tous les cas, qu'on s'y arrête et qu'on essaye d'y voir plus clair sur ces différents aspects. Alors, j'aimerais, Carole, si tu en es d'accord, que tu commences par présenter donc, pourquoi ce livre, pourquoi ce titre, parce que je trouve que le titre dit évidemment beaucoup de choses, mais ça vaut la peine aussi de s'y attarder un peu, Guerre silencieuse, parce qu'il y a le terme guerre et il y a le terme silence, et donc je pense que ce n'est pas pour rien évidemment que tu l'as utilisé, et à la lecture du livre on comprend très bien pourquoi tu l'as utilisé, mais je pense que c'est intéressant de revenir là-dessus. Donc, en gros, la règle ici à l'IREMO, mais pour ceux qui sont familiers, vous la connaissez, c'est une présentation entre 20 et 30 minutes pour laisser après le temps, évidemment, au dialogue avec vous, puisque vous avez sûrement plein de questions à poser, ou j'espère que vous aurez plein de questions à poser à Carole sur, justement, aussi peut-être les aspects à la fin beaucoup plus contemporains, d'actualité. Mais avant cela, je vous propose de revenir sur cette démarche. Pourquoi ce livre et qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, Carole, tu as la parole donc pour entre 20 et 30 minutes. Je compte sur toi pour m'arrêter. Oui, t'inquiète. Tu connais mon défaut. Je surveille l'heure. Déjà, merci Agnès, et merci à l'IREMO de m'accueillir. Alors, avant de faire ma présentation, je tenais quand même aussi à remercier Agnès de manière plus personnelle, parce que Agnès a accepté d'en écrire la préface. Et pour moi, c'était la personne la plus apte, en tout cas, la plus... voilà, j'avais envie que ce soit elle. Elle a répondu oui tout de suite, sans hésiter. Et voilà, je t'en remercie, vraiment, parce que tu as aussi un regard. Et puis, c'est vrai que c'est symbolique, mais c'est aussi un travail qui a été fait... c'est un groupe de femmes. Alors, je ne suis pas dans la logique revendiquée à tout prix, mais quand même, c'est important. Et donc, avec mon éditrice, Mira, qui est là. Il y a eu aussi donc toi, évidemment, qui a écrit la préface. Et puis la graphiste aussi, Chloé. Et donc ça, c'était très appréciable. C'était une belle aventure, en tout cas. Voilà. Et donc, c'est aussi une confiance qui m'a été accordée et j'en suis ravie. Alors, pour revenir sur le sujet,
En fait, déjà, le titre, je l'avais déjà avant finalement d'avoir commencé le travail. C'est-à-dire que je savais que si je travaillais sur ce thème-là, et je vais expliquer pourquoi ce thème-là, évidemment, c'est immédiatement les guerres silencieuses qui me sont venues à l'esprit. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'avec la médiatisation, la surmédiatisation, on parle énormément, évidemment, des guerres civiles, révolutions. On a toujours des images extrêmement frappantes. C'est toujours le fracas des bombes. Et on parlait peu de ces embargos, comme tu l'as très bien souligné. On en parle, mais au détour de l'actualité, là, plus récemment avec la Russie, mais sans vraiment prendre en compte et sans réaliser peut-être les conséquences à moyen long terme sur les populations. C'est quand même de ça aussi qu'il s'agit. Et c'est ça qui m'est venu tout de suite à l'esprit. Après, bon, évidemment, j'ai longtemps réfléchi avant de me lancer dans l'aventure. Donc le titre, c'est 2016. En fait, j'ai eu le titre déjà en 2016. Et je me suis vraiment lancée dans cette aventure à partir de 2018, où j'ai fréquenté assidûment les archives diplomatiques à La Courneuve. Donc ça aussi, c'était un grand moment. Où j'ai passé beaucoup de temps pour justement trouver les documents dépiotés. Donc j'ai eu énormément de documents et bon voilà, après il y a beaucoup de sélections. J'ai aussi passé beaucoup de temps à relire les rapports liés aussi aux conséquences humanitaires, enfin à tout dépioter, à essayer aussi de décortiquer la presse locale. Alors aux archives, il y a aussi un certain nombre de documents où je n'ai pas eu accès parce que ce n'était pas encore ouvert au public. Et petite anecdote pour ça d'ailleurs, donc il faut commander donc les cartons, et la veille j'avais commandé un certain nombre de cartons, et le lendemain, impatiente de récupérer les cartons pour les dépioter, j'attendais surtout un carton en particulier. C'était notamment sur les ventes d'armes à l'Irak pendant les années 80, et je vois arriver une petite chemise avec 3 pages. Donc je me suis dit, mince. J'ai peut-être que quand même ces 3 pages... Non, en fait, c'était le menu de l'épouse de l'ambassadeur qui m'a été donné. Parce qu'en fait, il faut vraiment chercher. Il y a de tout, en fait, dans les documents. Donc c'est vrai que ça, c'était un petit peu la mauvaise surprise. Voilà. Et donc c'est vrai que ça a été tout un travail assez long à ce niveau-là. J'ai eu aussi des échanges informels avec des personnes qui ont vécu de près aussi ces sanctions. Donc ce qui m'a permis aussi de nourrir et d'apporter une dimension aussi plus humaine. Parce que c'est vrai que dans tout ce que j'entreprends, ce qui pour moi est essentiel, c'est de rester bien ancré dans l'humain. On est dans la géopolitique, et parfois la géopolitique, la manière dont c'est abordé, il y a plus le côté stratégique, le côté un peu froid. Or, on oublie que c'est de l'humain. On oublie que c'est de l'humain, et c'est ça qui m'a aussi, qui a retenu aussi mon attention. C'était cette dimension-là que je voulais apporter, tout en prenant aussi un recul historique. Et donc, me concentrer évidemment sur le Moyen-Orient, mais au sens large, puisque j'aborde aussi la Libye, qui a été aussi sous sanction, et d'essayer de voir les rapprochements qu'on pouvait faire, finalement les points communs, entre ces politiques imposées, ces armes, puisque c'est une arme qui est utilisée, une arme du fort au faible, comme j'écris dans le livre, et pourquoi est-ce qu'on continue à vouloir imposer des sanctions. Alors, le livre ne remet pas en question le principe des sanctions. Ce que le livre va surtout critiquer, ce sont les sanctions comme l'embargo global ou le blocus, et où ce sont quand même les populations qui sont les premières impactées. Et donc c'était surtout ça aussi une des idées maîtresses de ce livre, un des fils conducteurs, et de voir en quoi les politiques choisies par certains pays, c'était aussi des politiques qui répondaient à une volonté non seulement à l'international, mais aussi en interne, c'est-à-dire dans la politique domestique. C'était aussi un signal envoyé à son électorat, c'est-à-dire montrer qu'on était puissant, qu'on ne laissait pas les choses impunies, qu'il y avait une réaction. Donc c'est vrai que là aussi, on en parle peu, en fait.
bien souvent, on parle uniquement de relations internationales, mais sans prendre en considération aussi que ces décisions à l'international sont aussi prises par des gouvernements qui veulent aussi satisfaire leur population, leur électorat. Et on le voit à plusieurs reprises, notamment pour la bande de Gaza, qui est quand même sous un blocus maritime, terrestre. Lorsqu'il y a des opérations militaires qui sont menées, c'est toujours dans une période où les élections se préparent pour le gouvernement israélien. Donc il y a aussi cet aspect-là, et évidemment ces interventions qui ont accentué les effets néfastes de ce blocus. Donc c'est tous ces aspects-là, et également montrer, et on y reviendra de manière plus précise, je pense, le côté, alors non seulement négatif pour les populations, mais l'effet contre-productif. Au final, on se rend compte que les régimes ne sont jamais tombés, pour la région en tout cas que j'aborde, à la suite de ces sanctions. C'est-à-dire que les régimes comme le régime de Saddam Hussein ou Kadhafi sont tombés parce qu'il y a eu des interventions armées, mais jamais à la suite de ces sanctions. Alors, certains diront, par exemple, ce qui se passe en Iran, c'est cette révolte qui a commencé en septembre, c'est aussi lié à une population étouffée, mais enfin, les raisons sont quand même autres. Ça n'arrange rien, bien évidemment, à la situation économique et sociale. Mais donc, c'est montrer tous ces aspects-là. Et la dimension historique, parce qu'effectivement, il me semblait important de rappeler ce lien historique et montrer que les sanctions, ce n'est pas quelque chose de nouveau, et que ça a démarré par ce qu'on appelait plutôt les sièges, avec, évidemment, le livre n'est pas exhaustif, mais je me suis focalisée sur les sièges les plus emblématiques de la région, comme également les sanctions les plus emblématiques, embargo, blocus de la région. Donc le livre ne se veut absolument pas exhaustif. Mais c'était de montrer quand même aussi ces tendances. Et il y a toujours eu une volonté, en tout cas, d'étouffer, d'écraser, de pousser, en tout cas, tout un peuple aussi à l'agonie, parce que c'est aussi ça. Et quand tu évoquais les sanctions utilisées par les pays arabes, les bureaux des boycotts, donc 56, le choc pétrolier 73, effectivement, les puissances arabes ont vite compris qu'ils avaient aussi une arme entre les mains. Les effets n'ont pas du tout été les mêmes sur les pays occidentaux que les embargos et les blocus qui ont été imposés aux pays du Moyen-Orient. C'est-à-dire que, bien évidemment, il y a eu des effets, il y a eu du chômage, il y a eu la crise énergétique, donc on commençait là aussi à parler d'économie d'énergie, il y a eu une désindustrialisation, mais il n'y a pas eu d'impact, ça n'a pas eu les mêmes effets, c'est-à-dire il n'y a pas eu des morts, il n'y a pas eu des gens qui ont été victimes d'une crise alimentaire ou d'une pénurie de médicaments qu'on pourra voir avec d'autres embargos. Donc les effets n'étaient pas les mêmes. Et puis, même s'il y a eu ces politiques de sanctions contre les puissances occidentales qui soutenaient entre autres l'État d'Israël dans les guerres arabes, israélo-palestiniennes, tous les pays n'ont pas joué le jeu jusqu'au bout non plus. C'est-à-dire que très vite, certains se sont rendus compte qu'ils se tiraient aussi une balle dans le pied. Donc, certains commençaient à contourner ces sanctions. L'Arabie saoudite, la première, qui a continué à alimenter les États-Unis en pleine guerre du Vietnam, mais en passant par d'autres ports. Donc voilà, il y avait aussi ces moyens de contourner. D'autres, quand il y avait la politique des boycotts sur des entreprises qui travaillaient avec Israël, il s'avérait que certaines entreprises étaient implantées aussi dans les pays arabes et en Israël. Et je pense notamment aux chaînes d'hôtels. Donc là aussi, ça devenait très vite compliqué. Donc le contournement, il y a toujours eu. Encore une fois, ce que je disais, je ne remets pas en question le principe même des sanctions, mais bon, là aussi, on verra, mais remettre à plat ces sanctions. Pour quel objectif réel? Parce que là aussi, c'est ce que j'aborde. Il y a l'objectif affiché du pourquoi on impose des sanctions, et il y a une autre réalité derrière. C'est-à-dire qu'on va sanctionner parce que
le régime en question soutient telle organisation terroriste, ou comme l'Iran cherche à accéder donc, au nucléaire civil puis au nucléaire militaire, mais derrière, il y a d'autres raisons. Juste un exemple, quand Trump s'est retiré de l'accord de manière unilatérale, le fameux JCPOA qui avait été signé en 2015, quand il se retire en 2018, sachant que dès qu'il arrive au pouvoir, il menace. Chaque mois, l'Iran s'attend à ce qu'il y ait ce retrait, et en fait, il va faire durer le plaisir, puisque donc, il arrive au pouvoir en janvier 2017, et il va attendre mai 2018 pour annoncer ce retrait. Donc officiellement, c'est parce que c'est un pays qui fait partie de l'axe du mal, c'est un État voyou, c'est dangereux à cause du nucléaire, mais on sait que derrière, il y a d'autres raisons aussi, parce que quand les États-Unis se retirent, il y a aussi l'extraterritorialité, c'est-à-dire ça va sanctionner aussi des autres entreprises occidentales qui ne joueraient pas le jeu, qui ont été obligées de se retirer, parce que si elles ne se retirent pas de l'Iran, elles vont être impactées sur le marché américain, mais sur d'autres marchés. Donc c'est un moyen pour les États-Unis à ce moment-là de faire, on va dire, table rase, surtout de nettoyer la place, en espérant que le jour où le régime des ayatollahs tombera et où l'Iran adoptera un régime plus convenable, eh bien les États-Unis seront les premiers sur place. Et en fait, il n'y aura plus de concurrents. La concurrence arrivera derrière, mais il y aura des miettes. Donc il y a aussi cet aspect-là qui n'est évidemment pas avancé au moment de l'adoption des sanctions. Donc ce sont tous ces éléments-là que j'ai voulu intégrer en ayant deux axes. Un axe chronologique, bien évidemment, mais aussi thématique. Et essayer de montrer, de regrouper là aussi ces thèmes, alors les impacts, la réelle volonté derrière, et aussi de montrer que ça va avoir une influence sur d'autres pays. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai parlé des bons élèves, les alliés, les bons élèves des puissances et surtout des États-Unis, où ça va aussi pousser certains pays alliés des États-Unis à faire de même avec d'autres pays dans la région et à vouloir aussi utiliser cette arme. Donc, bien sûr, il y a Israël, le gouvernement israélien avec le blocus de Gaza, mais on a vu plus récemment l'Arabie saoudite, les Émirats, imposer un blocus au Qatar, bon, qui a été totalement contre-productif. Ça a été plutôt même une victoire pour le Qatar, puisque finalement, ça va pousser le Qatar à faire un certain nombre de réformes et à être beaucoup moins dépendant que ses concurrents des puissances étrangères, notamment pour tout ce qui relève de l'alimentaire. Voilà, donc le Qatar en est ressorti finalement plus fort. Mais il y a eu quand même cette volonté-là. Et puis, là aussi, c'est vrai que c'est un sujet qui suscite beaucoup de confusion, parce qu'on utilise souvent un mot pour un autre. Essayez, dans la mesure du possible, parce que ce n'est pas non plus évident, de bien expliquer ce qu'est un embargo, les embargos ciblés, l'embargo global, le blocus, le boycott, parce que les effets ne sont pas les mêmes et la volonté aussi n'est pas forcément la même. En tout cas, les effets recherchés ne sont pas toujours les mêmes. Sachant que dans cette logique-là, il y a quand même un point commun entre le blocus et l'embargo global, qui sont, en sens, les sanctions les plus terribles. Les plus terribles pour les populations. Et qui, malheureusement, vont renforcer aussi les régimes en place, les régimes sanctionnés. Parce qu'à plusieurs reprises, et on le voit, que ce soit l'Irak, et on le voit avec l'Iran, et on le voit avec le régime syrien, ces régimes s'accrochent déjà. Certains dirigeants vont capitaliser sur un discours plutôt nationaliste, rassembleur, vont, alors là aussi, évidemment, il y a une réalité, mais vont finalement rejeter toute la responsabilité de la situation économique, sociale dans laquelle se trouve plongée la population sur ces sanctions, alors qu'eux-mêmes sanctionnent déjà aussi les populations. Et en fait, ils rejettent cette faute-là. Donc, pour se dédouaner de tout cela, l'exemple, ça a été avec Saddam Hussein, qui a profité
de ce programme, ce fameux programme Oil for Food, qui a été une catastrophe en fait pour la population, qui a été adopté en 1995, qui a été mis en place en 1996, qui a étouffé encore plus le pays. Et Saddam Hussein en a profité pour instaurer les tickets de rationnement et rationner encore plus les régions qui étaient les plus rebelles en fait et les plus contestataires vis-à-vis de son pouvoir, et en mettant ça sur le dos des sanctions. Donc finalement, lui, il l'a utilisé aussi comme arme pour essayer d'écraser encore plus, en tout cas, tous ceux qui pourraient contester son pouvoir. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce que je dis aussi dans le livre, c'est que évidemment ces sanctions ont été terribles pour le pays, mais il ne faut pas oublier non plus que ce dirigeant était quand même un dictateur, un boucher aussi, puisqu'il y a eu des massacres vis-à-vis des chiites, lui-même appartenant à la minorité sunnite, et il y a eu quand même aussi le génocide contre les Kurdes, où plus de 180 000 Kurdes ont été gazés pendant la guerre, notamment Iran-Irak et après aussi. Donc c'est l'arbre qui cache un peu la forêt. L'Iran, ces sanctions ne font pas plier le régime. Là aussi, plus récemment, ce n'est pas dans le livre parce que ces sanctions ont été adoptées après, mais il y a eu des sanctions dès le mois de décembre supplémentaires, alors adoptées notamment par l'Union européenne par rapport à la vente des drones kamikazes à la Russie. Ça n'a pas empêché l'Iran de continuer à vendre ces drones. Janvier et plus récemment mars 2023, il y a eu des sanctions contre des personnalités du régime pour violation des droits humains par rapport aux manifestations et à la répression de ces manifestations. Ça n'empêche pas le régime de poursuivre cette répression, et notamment il y a eu dans les collèges et les lycées des attaques au gaz contre les élèves. Donc derrière ces sanctions, il y a aussi une volonté pour certaines puissances qui sanctionnent, parce que ça reste quand même toujours à peu près les mêmes, sachant qu'une des puissances qui a le plus sanctionné, ça reste les États-Unis, de loin. Il y a eu aussi les sanctions qui ont été adoptées de manière multilatérale au sein de l'ONU, et l'Union européenne qui a suivi aussi. Alors pas toujours, mais en tout cas l'Union européenne a suivi à plusieurs reprises. Derrière cette volonté de sanctionner, c'est aussi un signal qui est envoyé à d'autres pays qui auraient la mauvaise idée de choisir la mauvaise voie, ou en tout cas qui ne seraient pas dans le club, parce que je parle de ce fameux club des alliés. Voilà, ces puissances choisissent les pays qui peuvent rentrer dans ce club et les pays qui, eux, sont laissés sur le carreau. Donc, mais ça ne marche pas. C'est vrai qu'on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi poursuivre encore ces sanctions ? C'est la question que je voulais te poser, en fait. Pourquoi continuer à utiliser cette arme que tu décris dans le livre, quand on voit finalement les résultats et les conséquences que ça peut avoir sur les sociétés, et qui est un point effectivement que tu mets bien en avant et qui est extrêmement important. Le pourquoi, là aussi, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Le premier élément, c'est effectivement donc montrer qu'on impose sa vision. C'est aussi, on veut imposer sa vision du monde à l'autre. On veut montrer qui fait partie des bons élèves, qui risque d'être exclu de ce club. Le signal aussi qui est envoyé, parce qu'en fait, ce qui se passe par rapport aux politiques, ce sont des décisions politiques évidemment, il y a aussi cette logique pour eux, s'ils ne sanctionnent pas, s'ils ne réagissent pas, ça va laisser le champ libre à d'autres, finalement, de faire ce qu'ils veulent, qui encore une fois, ça n'empêche pas les autres de faire ce qu'ils veulent, mais voilà, on veut montrer quand même qui maintient le cap, qui donne une orientation, même si cette orientation est de plus en plus contestée et contournée, parce qu'il y a quand même l'émergence d'autres puissances qui aident aussi à contourner ces sanctions. Je pense à la Chine notamment, l'Inde, enfin voilà, il y a pas mal de pays qui contournaient déjà de toute façon pendant même la guerre Iran-Irak. Mais c'est ce signal, d'ailleurs si on ne fait rien, on va passer pour des puissances qui ne sont plus puissantes. Il y a ça aussi, donc c'est ce jeu un peu de dupe
Donc c'est surtout le message qu'on veut envoyer sur la scène internationale, montrer qu'on ne reste pas sans rien faire, même si on sait que les conséquences vont être dramatiques, même si on sait que ça va être contourné. Donc c'est ça le premier objectif. Et puis, encore une fois, satisfaire son public, son électorat aussi. Et pour beaucoup, finalement, l'embargo, le blocus, bien que le blocus soit déjà en quelque sorte une déclaration de guerre, c'est moins coûteux dans l'esprit des gens et du public que de déclencher une guerre. Et on le voit tous les jours, c'est-à-dire quand on déclenche une guerre avec l'affrontement, les bombardements, on sait quand on démarre, on ne sait pas quand ça se termine. Et surtout, on risque d'être très impopulaire auprès de sa population. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi, il ne faut pas se leurrer, l'influence de la société civile qui est de moins en moins encline à accepter qu'on envoie ses enfants se battre pour des résultats qui seront catastrophiques. On l'a vu pour l'Afghanistan. Au final, tout ça pour ça. L'Irak, n'en parlons pas. Donc il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire qu'une société civile qui n'admet plus non plus ces guerres qui sont lointaines, dont ils ont du mal à comprendre les raisons et surtout pourquoi aller faire la guerre dans cette région-là, qui de toute façon ne s'en sort pas des conflits, des tensions. Donc pourquoi encore s'enliser dans une guerre? Donc, et le coût d'une guerre, le coût financier aussi. Donc c'est vrai que l'embargo, le blocus, ça paraît être le meilleur compromis. Et puis surtout dans les médias, de temps en temps, comme tu le soulignais encore une fois, ça fait la une des journaux, mais rarement longtemps, et sans vraiment qu'on comprenne ce que ça va avoir comme impact. C'est-à-dire, quand on en discute avec les gens, un embargo, un blocus, oui, voilà, c'est des sanctions, et ça s'arrête là. Une guerre, ça impressionne. Une guerre, il y a le sang, on voit évidemment la misère de manière plus concrète. L'embargo, le blocus, ça paraît moins réaliste, ça paraît moins concret. Donc il y a aussi cette dimension-là qui, je pense, explique pourquoi on continue à imposer ces sanctions. Et pourtant, voilà, on sait que le résultat n'est pas celui qui est escompté. Il y a aussi cette politique parfois du double langage, c'est-à-dire qu'on va sanctionner, mais également par derrière, on va peut-être appliquer une autre politique. Et donc c'est aussi, comment dire, en annonçant les sanctions, on veut aussi donner à voir une fermeté qui n'est peut-être pas forcément suivie des faits, mais ça on le saura moins. Ou alors si on le sait, on le saura longtemps après. Donc c'est aussi ça, on est en fait sur une guerre de communication, me semble-t-il. Je pense à un exemple. Quand on voit les sanctions imposées, par exemple, par l'administration Bush-fils contre la Syrie, parce qu'il y a eu des sanctions qui ont commencé à être adoptées dès 2004 contre le régime syrien. Il y a eu 12 séries de sanctions sous l'administration Bush-fils, contre 36 personnes qui étaient visées. Et Obama, qui lui c'était un très bon communicant, Obama en fait, qui avait ce côté un petit peu dilettante, un côté bienveillant, très compréhensif. Avec lui, il y a eu 26 séries de sanctions contre 112 personnes. Mais ça n'a jamais été dans les médias, ça n'a jamais fait la une, parce que là, c'était des sanctions plus ciblées. Mais il y a toujours eu cette volonté. On a tendance parfois à penser qu'avec l'administration américaine, c'est avec les républicains qu'il y a les plus grandes sanctions, qu'il y a les sanctions les plus importantes. C'est une erreur. C'est une erreur parce que finalement, pour revenir à l'Iran, les premières sanctions, c'est avec l'administration Carter. Bon, là, c'était lié à la prise d'otages en novembre 1979. Reagan va prendre le relais, mais parmi les sanctions économiques les plus impactantes sur le pays, ça a été des sanctions prises par l'administration Clinton, notamment la loi d'Amato Kennedy,
avec cette extraterritorialité, oh là, c'est un peu dur à dire, extraterritorialité, pardon. Donc c'est l'administration Clinton. Donc là aussi, de vouloir séparer les républicains, c'est forcément une politique plus dure, les démocrates sont plus doux. Non, c'est d'abord les intérêts des États-Unis. Donc c'est aussi une guerre de communication. Je pense que ça, c'est un aspect aussi important et peut-être aujourd'hui qui domine aussi un peu le paysage, en fait, pour les pays qui vont sanctionner. Alors, je vais peut-être un petit peu loin aussi quand je l'évoque dans la conclusion, quand je dis que c'est peut-être aussi une façon de se donner bonne conscience en adoptant des sanctions. C'est-à-dire que, bon, on ne reste pas là sans rien faire. On montre qu'on n'approuve pas la politique d'un régime, surtout quand il n'y a pas eu vraiment de réaction. Là, évidemment, je pense à la Syrie. Quand on voit ce qui s'est passé avec le régime syrien, cette révolution, et au final, quand l'opposition syrienne demandait à l'ONU d'adopter des sanctions, du moins déjà de condamner en fait cette répression, et qu'il ne s'est pas passé grand-chose. Quand Obama avait déclaré qu'il ne fallait pas que le régime syrien dépasse la ligne rouge, où le régime l'a plus que dépassé, où il ne s'est rien passé. Et au final, c'est la Russie qui va prendre la main. Donc oui, il y a eu des sanctions adoptées après, mais moi je serais tentée de dire que voilà, c'est une manière de se donner bonne conscience. Bon voilà, on fait quand même, pardonnez-moi pour l'expression, je vais dire notre popote de notre côté. On va quand même montrer qu'on n'est pas content, donc les ambassades ont été fermées, certes, mais au final, on a un régime, un dirigeant qui vient de réintégrer la Ligue arabe. Bon, même si la Ligue arabe, ça reste encore, on va dire, symbolique, mais quand même. Donc, il y a aussi cette part de symbole, et oui, d'essayer de se racheter une conduite pour certains. Justement, dans le cas de la Syrie, si on continue la réflexion sur les sanctions, puisque c'est un sujet finalement qui est vraiment d'actualité, les sanctions sont essentiellement des sanctions contre des personnes du régime, qui gravitent autour du régime. Et l'argumentation avancée justement par les Français ou les Européens, même s'il y a des tensions aujourd'hui au sein de l'Europe, c'est de dire justement, comme ce sont des sanctions ciblées contre des personnalités, ça ne touche pas la population. Et donc c'est important parce que ça peut affaiblir le régime, mais on fait justement attention à ne pas toucher la population. Toi, de l'analyse que tu fais de ça, quelle est ta réaction par rapport à cet argument qui est avancé aujourd'hui pour justement dire il faut maintenir ces sanctions quoi qu'il arrive, parce que les lever, ça donnerait, alors là pour le coup, un signal absolument terrible, qui serait de dire on efface tout et la révolution n'a pas existé. Donc quelle est, à partir de là, la marge de manœuvre finalement qu'il reste dans cette situation? On a l'impression d'être un peu coincé, ou on s'est coincé nous-mêmes. C'est une très bonne question et remarque que tu fais. Alors, je vais revenir un petit peu en arrière parce que donc une des sanctions adoptées, ça a été le fameux César Act par Trump. Et là, je fais référence à ce documentaire. Vous avez certainement vu les âmes perdues, la suite du livre qui avait été écrit aussi sur ce sujet, cette affaire César. Donc, ce photographe qui est parti avec plusieurs milliers de clichés, attestant bien qu'il y avait la torture et tous ces assassinats. Le César Act qui a été adopté donc, par Trump, ça a été signé en 2019, décembre 2019, mis en application à partir donc, de juin 2020. Et donc c'est un ensemble de sanctions qui cible en fait toute personne, tout gouvernement, toute institution, toute organisation qui ferait des affaires avec le régime syrien. Voilà. Et là, ça impacte un autre pays qui n'est pas directement ciblé, mais qui est quand même impacté, c'est le Liban, qui, lui, comme on le sait, traverse une crise, une des pires crises qui soit, économique et politique. Donc oui, on peut se dire, c'est bien, ces sanctions ciblent le régime, mais en fait, le régime contourne, parce qu'en plus, c'est tellement opaque à ce niveau-là. On a une multitude d'entreprises, de sociétés écrans. Donc il y a aussi le contournement via le régime russe, mais via également le trafic de drogue et notamment le Captagon. Et là, il y a eu
une nouvelle série de sanctions adoptées, le fameux Captagon Act, donc, qui a été adopté en décembre dernier. Donc là, c'est pour, évidemment, cibler pareil. Alors, toute personne qui serait impliquée de près ou de loin, toute institution, toute organisation dans le trafic de Captagon, puisqu'on sait que le Captagon, c'est ça qui permet d'ailleurs au régime de survivre. La Syrie est devenue un narco-État. En 2021, ça a rapporté au régime syrien près de 5 milliards 700 millions de dollars. Ce trafic de Captagon qui inonde toute la région, la Méditerranée et plus large, évidemment. Donc oui, ok, très bien de faire ces sanctions, mais en fait, le régime, lui, contourne et finalement, ça impacte indirectement la population, puisque finalement, c'est aussi avec ces recettes que le régime peut aussi acheter une paix, entre guillemets, dans les zones qu'il contrôle, parce que la guerre n'est pas finie, et le régime n'a pas tout le territoire, n'a pas récupéré tout le territoire. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, comme on dit. Et ce que tu dis est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'en fait, on est pris à notre propre piège. C'est-à-dire qu'on lèverait ces sanctions. Évidemment, immédiatement, on serait accusé de lâcher complètement l'affaire. Et en même temps, ces sanctions n'ont pas les effets escomptés. Il y a même un projet, là, actuellement, qui est à l'étude aux États-Unis pour des nouvelles sanctions. Ça serait des sanctions... pour empêcher en fait le régime de revenir vraiment sur la scène internationale. Donc pour l'instant c'est à l'étude, c'est un projet qui est porté par 3 élus républicains et un démocrate et qui viserait à sanctionner toute personne, tout gouvernement qui voudrait en tout cas être impliqué dans la reconstruction du pays et donc faciliterait le retour en fait voilà, dans le giron international du régime syrien. Mais c'est à l'étude. Alors, si c'était adopté, si cette sanction était adoptée, il serait question aussi que l'ONG dirigée par Asma al-Assad, enfin ONG, c'est le titre officiel évidemment, soit sur la liste des ONG à sanctionner. Sincèrement, je ne pense pas que ce soit ça qui empêchera, en tout cas, l'ONG en question d'amasser encore de l'argent et de contourner les sanctions. En fait, ce qu'il faudrait, à mon sens, mais encore une fois, moi je ne suis pas juriste, c'est juste une analyse géopolitique, je n'ai pas les instruments en main, c'est que quand il y a des sanctions sur des personnalités, alors c'est pareil, donc on gèle leurs avoirs, mais ils n'ont pas leur compte en banque dans l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils ont des comptes ailleurs, on leur interdit de venir en Europe. Je ne pense pas que Bachar et son entourage soient si pressés de venir... Faire leurs courses, c'est mieux que d'aller à Moscou ou à Téhéran. Ouais, voilà, c'est sûr. Après, il y a des personnes qui peuvent jouer les intermédiaires. Absolument. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que c'est assez surprenant. Disons que là, il faudrait évidemment que tous les pays qui pourraient avoir un impact sanctionnent aussi de cette façon-là. On sait très bien que vous avez des puissances, alors montantes, et je pense à la Chine, bien évidemment, mais il n'y a pas que la Chine, qui est la première puissance à contourner. De toute façon, la Chine, elle, ce qu'elle veut, c'est la stabilité dans la région. Donc, les sanctions, ce n'est pas ça qui va toucher directement le gouvernement chinois. Donc oui, en fait, on est vraiment là pris au piège, en fait. C'est-à-dire qu'on impose des sanctions, mais on sait pertinemment que ces sanctions sont contournées, et en même temps, il y a des sanctions qui vont quand même impacter la population, parce que toute l'économie du pays repose, notamment, enfin une grande partie de l'économie du régime syrien repose sur le trafic de drogue. Donc là, c'est aussi à moyen, enfin même à court terme, une population qui va être sanctionnée. Alors pas toute la population, bien évidemment, pas l'entourage du régime, mais la population la plus pauvre et la classe moyenne qui est quand même la première impactée. Donc c'est extrêmement... En fait, pour l'instant, oui, à ce niveau-là, il n'y a pas trop de solutions. Il est évident que les embargos, l'embargo global et le blocus, pour moi, ce sont des sanctions qu'il faut absolument, stopper, quoi, ne plus recourir à ça. Quand on voit les dégâts causés dans la bande de Gaza, qui se retrouvent complètement étouffés, c'est une prison à ciel ouvert, en fait. C'est-à-dire que c'est une punition collective
et sur une population qui, elle, est otage d'un côté d'un gouvernement israélien, mais de l'autre côté aussi du Hamas. Là, tout récemment, le Hamas a annoncé qu'il allait augmenter les taxes à l'importation et à l'exportation en mars 2023. Or, on a déjà une population qui est en mode survie. Le prix, par exemple, du lait en poudre pour nourrissons a été multiplié par 15 ces dernières semaines. Donc, ce n'est pas la solution. Et ça ne protège absolument pas en plus la population. Donc, ces sanctions plus ciblées, le souci, c'est que si tous les pays qui pourraient en fait impacter, ou avoir en tout cas un moyen de pression vraiment sur le régime, c'est-à-dire qui éviterait les contournements, si ces pays-là ne jouent pas le jeu, ces sanctions ne servent pas à grand-chose. Et on le sait déjà que pour le César Act, de toute façon, une partie de ces sanctions sont complètement contournées et ne servent à rien en fait. Mais encore une fois, on ne ferait rien, on ne sanctionnerait pas. Évidemment, ça serait des critiques ouvertes et on ne peut pas se permettre ça aussi par rapport à tous ceux qui ont été les victimes et qui sont encore les victimes d'une répression sans fin. Mais là, je dois dire que... Alors, quelle est la solution? De déclarer la guerre, est-ce que c'est une solution? D'imposer des sanctions, est-ce que c'est une solution? Imposer un blocus? Et donc, quels sont les outils finalement dont on dispose pour réagir face à des situations comme la situation en Syrie, par exemple, où on a un Assad qui reste au pouvoir. Donc, quelles sont les armes, finalement, et jusqu'où on accepte d'aller pour empêcher ou pour... Pour empêcher, effectivement. Alors, le problème, c'est effectivement avec Assad, bon, déjà, il y a aussi une tentative de normalisation avec la Turquie via la Russie. Bon, là, c'est aussi pour les intérêts russes, hein, puisque la Russie est quand même occupée sur le champ de bataille ukrainien et que la Russie s'enlise aussi. Le fait d'avoir invité Assad, notamment, que l'Arabie saoudite a invité Assad, c'est aussi une réponse qui est faite dans une volonté de renouer le contact avec l'Iran, sous l'égide de la Chine. En fait, moi, il me semble que si on n'essaye pas de convaincre, alors là c'est prêcher dans le désert, des pays comme la Chine qui ont quand même une voix importante, un moyen de pression, parce que la Chine, elle voit ses intérêts. Et ses intérêts, c'est aussi d'investir dans la région. Il y a les routes de la soie, les fameuses nouvelles routes de la soie. Et la région est évidemment intégrée. Si on n'arrive pas à convaincre la Chine, qui aurait un poids considérable, c'est un peu peine perdue. C'est un peu une peine perdue parce qu'en plus, c'est devenu, depuis quelques années déjà, et ça s'est renforcé, un bras de fer, un front anti-Occident aussi. Et donc, contourner ces sanctions, et la Chine qui aide... Bon, désolée, vous allez avoir l'impression que je fais une fixette sur la Chine, mais ce n'est pas que la Chine. Mais contourner ces sanctions, c'est aussi montrer que l'Occident n'est plus tout puissant, qu'il faut compter avec d'autres puissances régionales émergentes et d'autres puissances internationales. Mais on est en fait sur une partie d'échiquier, on est dans un bras de fer, et pour l'instant, la Chine n'est pas dans ce jeu-là. C'est-à-dire qu'elle voit uniquement son intérêt pacifier la zone pour continuer ses affaires, son business. Donc les sanctions, ce n'est pas elle qui va en imposer. D'autant plus que si elle décide d'imposer des sanctions, ça sera assez contradictoire, puisque elle-même n'a pas une politique des plus, respectueuses vis-à-vis de ses minorités. Donc c'est un jeu de dupes. L'ONU, de toute façon, on sait que le Conseil de sécurité est très vite bloqué, ne serait-ce qu'avec le veto. Donc là, c'est pas là que se trouvera en fait la solution. Mais je pense aussi que si on s'est enfermé dans une impasse, c'est que les puissances occidentales n'ont jamais non plus mené une politique très claire. C'est-à-dire qu'on a toujours été, on avance de 2 pas, on recule d'1 pas. L'exemple, encore une fois, de la Syrie avec les armes chimiques, ça en a été une preuve supplémentaire.
je reviens à un autre exemple. Et là, je ne sais pas si vous aviez vu cette série documentaire sur le financement du Hezbollah, les liens avec l'Iran, qui est passée il y a quelques semaines, où il y avait toute une enquête qui était menée, et donc on était sur le point d'arrêter, en tout cas, des têtes de ce trafic de drogue, membres du Hezbollah. Et au final, tout a été stoppé parce qu'il fallait à tout prix signer un accord avec l'Iran. Donc on a aussi des intérêts qui nous dépassent complètement, qui peuvent dépasser aussi parfois certains dirigeants, et des intérêts qui peuvent être totalement contradictoires. Donc il est vrai que la solution, malheureusement, je ne l'ai pas. Mais si on n'arrive pas à convaincre d'autres puissances qui comptent, qui sont incontournables, de l'importance d'imposer des sanctions ciblant spécifiquement le régime et d'éviter que ces puissances aident à contourner, on restera au même niveau, c'est-à-dire qu'on n'arrivera pas à avoir un impact, on n'arrivera pas à changer la donne, on n'arrivera pas à changer les postures. Et voir, comme je disais aussi, je m'éloigne un tout petit peu de ta question, mais quand on voit, par exemple, les sanctions imposées à l'Iran, je reviens sur cet aspect qui me semble important, quand il y a eu la signature du JCPOA en 2015, alors déjà, je pense les gens ont crié victoire un peu trop vite. C'est-à-dire que là aussi, ça a été une grande désillusion pour les Iraniens, parce que cet accord, cette signature de l'accord, ne signifiait pas la levée de toutes les sanctions. Or, dans les médias, ça a été un peu annoncé comme ça. Et ce n'était pas du tout le cas. Parce que déjà, pour l'Iran, c'est un empilement de sanctions, et des sanctions qui ne sont pas liées à uniquement la question nucléaire. C'est-à-dire qu'il y a des sanctions liées au soutien aux organisations terroristes, les sanctions liées aux missiles balistiques, les sanctions liées aux violations des droits de l'homme en Iran, les sanctions liées donc aux armes de destruction massive et la question nucléaire. Cet accord, le pays était placé sous surveillance pendant 10 ans et c'était une levée très progressive de sanctions liées à la question nucléaire. Il n'était pas question de lever les autres sanctions. Donc il y a eu déjà, malheureusement, un effet un peu d'illusion. Et le souci, c'est qu'en fait, cet accord, les conservateurs du régime n'étaient pas pour. C'est-à-dire que là aussi, il y a un point qui est essentiel à rappeler. Le régime iranien, et notamment la branche essentielle de ce régime, qui sont les gardiens de la révolution, vivent grâce au marché noir. C'est-à-dire que toutes ces sanctions, c'est un des effets aussi de toutes les sanctions globales, générales, c'est l'activation du marché noir, l'explosion du marché noir, et ça profite au régime. Et ce marché noir a largement profité aux gardiens de la Révolution, qui quand même tiennent l'économie, une grande partie de l'économie du pays. D'abord tous les grands secteurs, pharmaceutique, automobile, communication. Et ce marché noir, c'est leur vivier, en fait. Et cet accord, quand il a été signé, eux n'ont pas sauté de joie. Et quand Trump s'est retiré de l'accord, ça a été un merveilleux cadeau qu'il leur a fait. Parce que là aussi, ça a eu l'effet inverse. C'est-à-dire que ça a reboosté le marché noir, y compris le marché pharmaceutique et des médicaments, l'alimentation. Et donc, ces régimes ont tout intérêt, je parle bien des régimes, à ce qu'il y ait des sanctions, parce qu'eux, ils ont le marché parallèle. Ils en profitent complètement. Donc là aussi, pourquoi ils en profitent ? Parce que là aussi, il y a des pays qui ne jouent pas le jeu. Il y a ces pays qui vont profiter. Et je serais tentée de repartir sur un autre exemple pendant la guerre Iran-Irak, où donc officiellement les relations diplomatiques étaient rompues entre les États-Unis et l'Iran, ce qui n'a pas empêché les États-Unis de vendre en sous-main des armes à l'Iran via des pays intermédiaires. Alors l'objectif était double. Il y avait la problématique, on était en pleine guerre froide, de financer les contrats, parce qu'il y avait eu cette révolution au Nicaragua, et pour les États-Unis, il n'était pas question que des communistes
soit au pouvoir. Donc il voulait financer un groupe pour renverser la donne, mais le Congrès américain a refusé de voter des crédits. Donc il fallait trouver un moyen pour financer ça. Et le moyen trouvé, c'était de vendre au marché noir, donc via un marché parallèle, des armes à l'Iran, plus chères évidemment que les armes vendues à l'Irak, parce que comme ce n'était pas officiel, et tout le monde en a profité. L'affaire a éclaté, mais bon, ça n'a pas eu plus d'impact que ça, parce que ça n'a pas fait tomber l'administration Reagan. Mais les États-Unis n'ont pas été les seuls à profiter de ça, parce que tout le monde, pourquoi la guerre a duré aussi longtemps? Mais tout le monde a vendu des armes aux deux. Et vous avez même des pays qui étaient neutres, je pense à l'Inde. L'Inde était neutre, hein. Alors, heureusement qu'ils étaient neutres, qui a profité de ça pour acheter du pétrole à l'Iran, mais à bas prix. Et l'Iran était coincé. La Turquie en a profité aussi. Donc le souci, c'est qu'on a l'impression, finalement, en fait, rien ne sera possible au niveau des sanctions. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe, on a la politique officielle et ce qui se passe dans les coulisses, qui est bien moins reluisant, en tout cas. Bon, c'est un tableau quand même assez noir finalement, puisqu'on s'aperçoit que cette arme qui est utilisée et qui est quand même très utilisée, et tu le rappelles et tu l'expliques bien dans le livre, finalement est une arme qui est à double tranchant et en tous les cas qui ne permet pas d'atteindre les objectifs qui ont été fixés lorsque ces sanctions ont été appliquées. Donc ça nous remet aussi face effectivement à notre incapacité finalement, nous les Occidentaux qui employons beaucoup ces sanctions, si on fait l'exception de l'embargo du blocus contre le Qatar, mais c'est quand même beaucoup une arme utilisée par les pays occidentaux, qui finalement est une arme, et je rejoins ta conclusion de dire est-ce que c'est un moyen de se donner bonne conscience en se disant qu'on fait quelque chose, mais en sachant finalement que ça ne va pas aller tellement plus loin. Alors je pense que maintenant, oui, vu l'heure qu'il est, peut-être que si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Si vous êtes en ligne, n'hésitez pas. On transférera, on lira vos questions si vous en avez. Donc n'hésitez pas à les écrire ou à demander la parole si vous préférez. Merci beaucoup pour votre exposé. Voilà. Dans l'émission sur France Culture, il y avait une personne iranienne qui doit être peut-être avocat, qui parlait de la nécessité de mettre la compétence universelle au sein de plusieurs pays européens parce que les sanctions apportées n'étaient pas efficaces, notamment sur le poids des droits de l'homme. Je voulais vous dire aussi que sur le plan international, chaque fois, on l'a vu dans les armes perdues, chaque fois qu'il y a une décision à prendre au niveau du Conseil de sécurité, la réponse est donnée à l'avance. C'est-à-dire qu'il y a la Russie et la Chine qui bénéficient du droit de veto et ça n'apporte pas très loin. Et la question que je me posais, on focalise beaucoup sur la Chine. Oui, mais il y en a d'autres. Hein. Non, mais moi, ça ne me dérange pas. Ce qui me gêne, c'est que les Américains ont un pouvoir aussi de veto qui a une image différente au regard des procédures juridiques qu'ils appliquent et la non-signature d'un certain nombre de conventions qui permet d'aller si loin. Bien sûr. Et si je peux me permettre, la dernière chose que je voulais vous poser comme question, c'était des remarques, mais vous aviez beaucoup parlé de l'importance de la politique des pays européens ou autres et cette difficulté d'appliquer une sanction. Je trouve que ce basculement vers les pays comme l'Arabie saoudite ou autres est aussi peut-être quelque chose qui est partagé avec la population de ces pays, même si ce n'est pas de leur culture, sur l'inefficacité des pouvoirs occidentaux pour imposer une sanction, pas uniquement une sanction, pour avoir une politique différente. Parce que, par exemple, en Iran, tout le monde sait que le commerce continue. Et ils disent, bon, d'accord, il y a des pays démocratiques, mais concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter? C'est plus du tout le temps du chat
pour lequel personnellement je n'ai pas de sympathie particulière, mais au moins il y avait un dialogue qui était possible avec les pays occidentaux autrement. Oui. Je voulais vous demander votre avis sur le ressenti des pays qui attendent beaucoup des pays occidentaux et pour lesquels on n'arrive pas à avoir des conclusions évidentes, parce que c'est toujours une information importante. Par exemple, les âmes perdues, on a vu que l'effort qui avait été fait était énorme pour obtenir un résultat, mais quand même, in fine, il y a des choses qui ne sont pas toujours trop bonnes. Alors, pour répondre à les pays du Moyen-Orient qui attendent de l'Occident, je crois qu'ils n'attendent plus rien. Enfin, non, mais les populations n'attendent plus depuis un moment de l'Occident. Justement, quand on en discute, et avec Agnès, on se déplace régulièrement dans la région, quand on discute avec les gens, d'abord, il faut savoir que tous sont loin de condamner le régime syrien et la Russie. Si on fait le lien avec la guerre actuellement en Ukraine, ce n'est pas leur guerre. Et Poutine n'est pas détesté. Donc il n'y a pas une vision, c'est pas homogène, loin de là. Ce qui ressort aussi, c'est des critiques vis-à-vis... Alors, de politique occidentale, je reviendrai sur le veto avec les États-Unis, mais ce qui ressort, c'est justement un non-sens des politiques occidentales et surtout des échecs, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a eu des interventions, quand on voit ce qui s'est passé en Afghanistan et la manière dont ça s'est fini, c'est un retour en arrière pour les habitants, pour les femmes, les enfants surtout. Quand on voit l'Irak, où le pays n'arrive pas à surmonter, en fait, depuis la guerre Iran-Irak, le pays s'est enfoncé. L'intervention de 2003, on voit ce que ça a entraîné comme chaos. La Libye, n'en parlons même pas. Donc il n'y a même plus d'attente vis-à-vis de l'Occident. Quand vous parliez des vétos, donc oui, en ce moment, c'est quand même la Chine, la Russie qui mettent systématiquement leurs vétos, et notamment... après l'intervention en Libye, il y a eu la systématisation du veto russe à toutes les initiatives concernant la Syrie. Ça, il ne faut pas l'oublier. À partir de là, tout ce qui était comme projet de résolution émanant de la France, ça a été bloqué systématiquement. Mais je n'oublie pas les États-Unis, qui sont la puissance qui a le plus utilisé le veto, et notamment pendant le fameux programme Oil for Food, les États-Unis et la Grande-Bretagne. 90% des vétos concernant notamment, si mes souvenirs sont bons, près de 1500 contrats d'entreprises pour fournir du matériel pour reconstruire l'Irak, reconstruire les infrastructures, hôpitaux, le réseau hydroélectrique, enfin, ce qui était vital. 90% des vétos ont été imposés par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Mais parce qu'il fallait écraser le régime. Il fallait punir le régime. Il fallait punir Saddam Hussein. Encore une fois, c'est la population, puisque selon les rapports, notamment un rapport de l'ONU, ce sont quand même pas moins de 500 000 enfants de moins de 5 ans qui sont morts à cause de cet embargo, parce que pas d'accès à l'eau potable, pas d'accès aux médicaments. Donc, beaucoup sont morts de malnutrition. Des maladies sont réapparues, choléra, typhoïde. Et malgré les demandes, y compris, je citerai Denis Hallyday, qui était lui en charge de la question justement humanitaire liée à ce programme Oil for Food, il a tiré la sonnette d'alarme en disant que c'était des crimes contre l'humanité. Aucun effet, il a démissionné. Et il ne s'est rien passé. Donc on le savait, ils ont mis leur veto. Donc oui, alors là, le veto, c'est une arme. Après, on peut mettre le veto et contourner. La preuve, 2003, il y a eu le veto contre pour s'opposer à l'intervention en Irak. Les États-Unis, ils sont allés sans l'ONU. Donc je parle actuellement, c'est vrai qu'on le sait de toute façon, il y aura le veto. Concernant toutes les questions, ça sera le veto systématique de la Chine, de la Russie. Pourquoi ils ne vont pas voter des sanctions alors qu'eux-mêmes sont accusés? Enfin, regardez ce qui s'est passé avec la Russie en Tchétchénie. Il n'y a pas eu de réaction.
ce qui s'est passé en Syrie, il n'y a pas eu de réaction. La Chine, en train de massacrer les Ouïghours, il n'y a pas de réaction. Donc, au moins, ils sont cohérents. Hein. Ça, de ce côté-là, si un jour, ces deux pays, quand je parle des pays, c'est les régimes, hein, bien évidemment, je n'englobe pas la population, mettent en avant les droits de l'homme, là, on pourra commencer à se poser des questions. C'est ça aussi, d'ailleurs, je rebondis sur ça, qui est de moins en moins accepté, et je pense que tu partageras la même idée, à savoir que quand on discute justement dans la région avec la population, nous le disent, nous, les droits de l'homme, mais bien sûr qu'on les veut, mais il ne faut pas que ce soit à géométrie variable. Parce que c'est un coup, on va intervenir pour les droits de l'homme, le lendemain, on va intervenir... Regardez la Libye, on est intervenu pour les droits de l'homme. On a découvert que Kadhafi était un dictateur en 2011, alors qu'il était invité pour le 14 juillet, entre autres. 14 juillet, c'est risqué, hein, les invitations. Mais il y a une incohérence, il y a une hypocrisie. C'est ça qui ne passe plus, en fait. C'est ce double langage. Alors, je rebondis quand vous parliez du chat. Attention, ce n'était pas du dialogue. Le chat était quand même l'instrument des Américains et des Britanniques au départ, hein, parce qu'il ne faut pas oublier... Alors déjà, la dynastie Pahlavi, c'est quand même les Britanniques qui ont contribué à la mettre en place, parce que l'empereur Kadjar ne voulait pas d'un certain accord. Et puis, il y a eu quand même l'opération Ajax. Hein. On a quand même dégagé Mossadegh, enfin, ils ont dégagé, nous on n'a rien fait, mais ils ont dégagé Mossadegh. Et le fils du Shah, le dernier Shah, c'était quand même la marionnette. Et on ne peut pas dire que les relations étaient toujours très bonnes, hein, entre les États-Unis et l'Iran, même à cette période-là. Hein. Les relations étaient très bonnes entre le Shah et Nixon. Mais entre le Shah et Carter, ça coinçait. Hein. Donc c'était pas non plus... moi, j'aurais pas parlé de dialogue. C'était pas totalement paritaire. Hein. Le terme utilisé n'est pas bon parce que non, enfin, je remets pas ça, non, mais... Non, mais c'est pas un problème de dialogue, c'est que la comparaison sur le plan des... Si on peut appeler des libertés, au temps du Shah, il n'y avait pas de liberté non plus. C'était pas les mêmes libertés. Disons que les prisons étaient pleines. Oui, et puis il y avait aussi des conditions. Bien il y sûr. avait plein de choses et tout le monde prend le Shah pour quelqu'un de différent. Il ne portait pas le turban. Mais quand oui. même, sur le plan pratique, il y avait une atmosphère différente. C'était un pays allié. Oui. Donc déjà, il n'y avait pas de sanctions. Oui. Il n'y avait pas d'embargo. Oui. Donc c'est à l'époque, l'Iran reconnaissait Israël. Pas oublier que les services secrets iraniens ont été créés à la fois par le Mossad et par la CIA. Hein. Ce sont les deux qui ont contribué à créer les services secrets. Donc on n'était pas du tout dans la même conjoncture, on n'était pas du tout dans la même configuration. Voilà. Même les personnes qui étaient des opposants farouches au régime du Shah, maintenant, ils ont quand même une certaine nostalgie. Pas tous. Hein. J'en connais un certain nombre, ils sont nostalgiques ni du Shah, ni... Non. Est-ce qu'il y a Oui, monsieur, vous avez une question? Merci beaucoup. Oui, peut-être pour avancer un peu, parce que, bon, je pense que le diagnostic est fait. Hein. Maintenant, est-ce qu'il y a une possibilité de sortir de cette bipolarité, justement, Est-Ouest, et est-ce que le non-alignement ne serait pas peut-être une solution? Je ne sais pas, je pose la question, elle est ouverte. Merci. Vaste sujet. Oui. Alors, en fait, bipolarisation. Oui, on est dans une logique aujourd'hui d'avoir un front anti-Occident. Non-alignement, j'y crois moyennement. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui vont afficher une certaine neutralité. On l'a vu d'ailleurs même lorsque Zelensky, a été invité. Il a été l'invité surprise de l'Arabie Saoudite. Des pays qui prônent une forme de non-alignement comme l'Inde, ils ont des intérêts avec la Russie particulièrement. La neutralité, moi, je ne la vois pas trop. La neutralité, je ne la vois pas trop. On est plutôt dans une reconfiguration, une autre forme de guerre froide.
et surtout une volonté affichée quand même de certains pays de jouer, de mener aussi le jeu sur la scène internationale. Et c'est vrai que les États-Unis, entre autres, parce que bon, ça reste encore pour l'instant la première puissance, ne veulent pas lâcher leur place, même si l'Occident... j'aime pas trop parler de l'Occident, parce qu'en fait, c'est pas un bloc non plus homogène, même l'Union européenne encore moins. On n'a pas de politique étrangère commune déjà, donc, mais on ne peut pas dire que ce soit des blocs très, très clairs. On n'est pas dans un monde non plus, un nouveau monde bipolaire, hein. C'est plus complexe que ça. Il y a quand même beaucoup d'acteurs qui veulent jouer, en tout cas, un rôle essentiel. Notamment, beaucoup aimeraient être intermédiaires dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Le non-alignement... Personnellement, je n'ai pas non plus la science infuse et je ne suis pas non plus Madame Irma. Le non-alignement, je ne vois pas, parce que des pays vont se présenter comme étant non-alignés, mais au final, il y aura toujours, en tout cas, une certaine orientation, ou en tout cas, ils veulent éviter de trop se positionner pour ne pas se mettre à dos l'autre camp. Le Moyen-Orient, et notamment l'Arabie Saoudite, quand on entend dire que l'Arabie Saoudite tourne le dos complètement aux États-Unis, non, mais les Émirats non plus, mais ils ne veulent plus mettre leurs œufs dans le même panier. Donc la logique aujourd'hui, c'est plus, en tout cas, ne plus être l'allié d'une seule grande puissance, mais de jouer justement sur les autres puissances montantes. Et c'est pas vraiment on pourrait appeler ça du non-alignement, mais c'est de voir où sont les intérêts aussi les plus percutants. Non, ma question, elle n'était pas circonscrite à la bipolarité ou au non-alignement, mais je pensais peut-être, je ne sais pas, sans entre guillemets évidemment, peut-être un altermondialisme, ou je ne sais pas, ou des think tanks, ou quelque chose qui soit vraiment entendu, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, y compris les autres pays aussi. Enfin, est-ce qu'il y a une émergence d'idées nouvelles politiques pour refaire la politique, pour penser autrement? Parce que là, on est dans une impasse, j'ai l'impression. Ah, complètement. Ah oui, oui. Oui, on est dans une impasse. Alors, vas-y. Oui, il y a des chercheurs qui travaillent sur cette question sans qu'on ne voit pour l'instant, en tous les cas, émerger d'éléments suffisamment concrets qui pourraient inspirer éventuellement des politiques. Oui, il y a des travaux qui sont faits, il y a des travaux sur quelle réforme possible de l'ONU, du Conseil de sécurité de l'ONU, puisqu'on revient finalement à ça, à la base, c'est ce Conseil de sécurité qui, de toute façon, dans un cas, il y aura le veto américain, dans l'autre cas, il y aura le veto russe et chinois. Et donc, à partir de là, toutes les propositions qui sont faites se heurtent à ce système de veto. D'où toutes les réflexions que l'on voit qui émergent dans un certain nombre de think tanks aux États-Unis, en Europe, pour savoir quelle réforme de l'ONU, du Conseil de sécurité. Bon, sauf que les intérêts des 5 membres du Conseil de sécurité sont tels que pour l'instant, on voit bien que là encore, ça bloque. Donc, est-ce qu'il faut... quel pourrait être le déclencheur ou quel pourrait être l'élément contraignant les 5 membres du Conseil de sécurité à accepter de remettre en question le système tel qu'il existe? Là, pour l'instant, je ne l'ai pas encore vu, et la guerre en Ukraine n'a pas été ce déclencheur qui aurait pu éventuellement en être un. Mais évidemment, vu l'invasion par la Russie, c'est pas ça, ça va pas pouvoir venir de là. D'accord, donc ça ne peut pas être des vœux pieux. Est-ce que les BRICS ne pourraient pas régler le problème? Mais vous savez, il y a eu déjà des tentatives de BRICS, quand il y a eu cette tentative de régler, justement, avec l'Iran, quand il y a eu cette initiative qui a été, les BRICS ont été cassés, et bien pardon, tu connais sûrement mieux le sujet que moi, mais qui ont été cassés par justement les puissances dominantes qui n'avaient pas du tout envie de voir les BRICS émerger et avoir éventuellement un rôle qui les mettrait en difficulté, qui remettrait en cause leur rôle, tout simplement. Tout à fait, non, mais je te rejoins complètement, et notamment par rapport, encore une fois, à l'Iran et le fameux accord. Il y a eu le Brésil, il y a même la Turquie. La Turquie qui était dedans. Qui, à ce moment-là, la Turquie, elle a été renvoyée dans le mur. Ne vous mêlez pas de ça, c'est pas vous. C'est-à-dire, c'était les 5 plus 1. Donc, les autres étaient complètement hors circuit. Et la réforme de l'ONU, mais ça fait 25 ans qu'on entend parler de ça. Et il faudrait l'accord des membres permanents qui n'ont pas spécialement envie. C'est-à-dire, même... Certains ont évoqué l'idée qu'il faudrait élargir le conseil, au Conseil de sécurité les membres qui auraient le veto. Mais alors déjà, la réponse est, mais déjà à 5, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Imaginez si on élargit.
Pendant un temps, alors certes, c'était pas hier, mais l'Égypte voulait rentrer au Conseil de sécurité comme membre permanent, mais pour représenter le continent africain. Mais l'Égypte ne représente pas tout le continent africain. Fut un temps l'Afrique du Sud, mais l'Afrique du Sud ne représente... Alors pourquoi l'Afrique du Sud et pourquoi pas moi, République démocratique du Congo? Vous voyez, j'ai l'Amérique latine, l'Inde, et l'Inde, le Japon. Alors pour la Chine, pas question. Donc, encore une fois, pour l'instant, il n'y a pas de solution. Et effectivement, il y a beaucoup de centres de recherche qui travaillent sur ces questions-là, mais il y a un blocage total. Alors, il faudrait peut-être le boycott de la société civile pour refaire le lien avec le sujet. Mais le boycott, on sait très bien que l'impact n'est pas du tout le même. Mais le boycott, par contre, est devenu une arme de la société civile. Mais les effets sont quand même moindres. Là aussi, ils sont limités quand même. C'est très limité, hein. C'est très limité. Du coup, au vu de ce qui a été dit, est-ce que des embargos ou des blocus ont déjà fonctionné dans la région ? En tout cas pour ceux qui les appliquent, parce qu'on a vu que ça avait plutôt tendance sur le long terme, en tout cas, à renforcer les régimes en place. Est-ce qu'on a un ou des contre-exemples de ça ? Alors, je prendrai l'exemple, mais encore une fois, finalement, qui n'a pas été suivi jusqu'au bout, mais qui a eu son effet, les boycotts et embargo mis en place par les puissances pétrolières sur l'Occident. C'est-à-dire que ça n'a pas eu les impacts, comme je l'ai évoqué, ça a quand même marché. Alors marché, même si ça n'a pas eu tous les effets escomptés, mais il y a quand même... Là, ça a marché dans le sens où les pays européens, surtout, se sont rendus compte qu'ils étaient devenus bien trop dépendants du Moyen-Orient pour le pétrole. Les États-Unis n'ont pas été tellement impactés. C'est surtout les pays européens. Pour ce qui est des autres, non, ça n'a pas eu en fait les effets. C'est-à-dire que ça a été un ratage total pour l'Arabie Saoudite et les Émirats concernant le blocus avec le Qatar. Surtout qu'ils avaient quand même très envie d'envahir le pays. Bon, et à l'époque, le président américain, qui n'avait pas toutes les pièces en main, on va dire, pour rester correct, avait juste oublié qu'il y avait le centre de commandement américain au Qatar. Et donc ça a stoppé en fait ces velléités d'invasion. Et ça a même plutôt eu un effet positif pour le Qatar, ce blocus. C'est peut-être le seul exemple où un blocus a eu un effet positif dans le sens où, encore une fois, la population n'a pas été impactée comme le blocus à Gaza. C'est absolument pas comparable. Les supermarchés ont quand même été un peu vides pendant un temps. Alors là, la Turquie a pu exporter ses produits. L'Iran aussi, d'ailleurs. Beaucoup de produits iraniens étaient dans les supermarchés au Qatar, mais ça a eu plutôt un effet positif pour le Qatar parce que ça a contraint en fait le Qatar à accélérer sa volonté d'être moins dépendant, en tout cas, de l'extérieur, et ça a reboosté complètement le pays. Et il en est sorti plutôt victorieux. Et ça a été plutôt une claque et pour les Émirats et pour l'Arabie Saoudite. Alors bon, les relations sont redevenues meilleures. Enfin, quand même, hein, c'est pas au beau fixe non plus. Hein, c'est le seul exemple où le blocus a eu un effet positif pour le pays qui a été visé. Sinon, non, parce qu'encore une fois, pour l'instant, aucun régime n'est tombé avec ça. Hein, l'Irak, Saddam Hussein, c'est pas l'embargo qui a entraîné sa chute. Et l'Iran, pour l'instant, ce ne sont pas les sanctions qui, en tout cas, poussent le régime à revoir sa politique. Le régime, pour l'instant, courbe le dos, tient bon. L'Iran espère pouvoir tirer des bénéfices de son accord avec la Chine dans le cadre des routes de la soie, accord qui a été présenté comme win-win. Ça ne sera pas win-win, déjà, de toute façon. Il n'y en aura qu'un qui gagnera, c'est le régime chinois. Mais pour l'instant, moi, je ne vois pas d'exemples qui ont eu, en tout cas, des effets escomptés. À part étouffer la population. Et les États-Unis, encore une fois, pour l'Iran, quand Trump s'est retiré, lui, il était dans une perspective à moyen long terme. C'est-à-dire que la logique, il y a toujours cet espoir que le jour où le régime tombera, pour l'instant, le régime s'accroche. Et on a entendu au début des manifestations en septembre que si les manifestations avaient lieu, c'était justement une des conséquences des sanctions, puisque le mécontentement de la population contre le régime était tel que ça avait contribué. Oui. Donc, qu'est-ce que toi
Tu as l'air sceptique quand même, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres révoltes avant, alors liées justement au coût de la vie. Il y en a eu beaucoup en Iran. Ouais. Je ne parle pas de 2009, parce que 2009, c'était lié aux élections et aux résultats qui avaient été truqués. Mais il y a eu 2017, il y a eu 2019, 2020, 2021. C'était beaucoup lié à la question économique, sociale. Il y a eu aussi des révoltes liées notamment au manque d'eau. Alors, c'est sûr que ça a joué un rôle, mais le fondement de cette révolte ne réside pas là. C'est surtout un régime qui impose un diktat, une vision, un type de société, alors qu'on a un régime qui est complètement déconnecté de sa société, d'une population qui est jeune, parce que ceux qui se révoltent, c'est quand même la jeunesse. C'est une génération qui n'a ni connu la guerre, ni connu la révolution, qui aspire à vivre normalement. Alors c'est vrai que les réseaux sociaux, évidemment, c'est un effet accélérateur aussi, parce qu'on voit encore plus, de manière encore plus forte, ce qui se passe ailleurs. C'est sûr que la question sociale n'est pas à écarter, très clairement. Mais ça n'a pas été, finalement, la principale raison. Comme le foulard, ça n'a pas été ça, la raison. C'était l'obligation, parce qu'on voit des femmes qui portent le tchador, qui manifestent avec les femmes qui ne le portent pas. Donc la question du foulard n'est même pas... C'est accessoire, je dirais. C'est même pas ça la vraie raison. La vraie raison, c'est surtout une politique, une répression continue, une population qui est quand même systématiquement écrasée chaque fois qu'il y a en tout cas des velléités de liberté. Dans cette révolte, il y avait aussi la demande de libérer tous les prisonniers politiques. Donc là, ce n'est pas la question sociale. Mais il est vrai que ça a quand même joué un rôle, parce que les gens n'en peuvent plus aussi. Et comme ils disent, on a accès aux médicaments, mais à quel prix? C'est au marché noir. C'est-à-dire que dans le secteur public, on ne peut pas avoir tel traitement et tel traitement. Par contre, on le trouve à la sortie de l'hôpital, au marché noir, à un prix qui est fou. Il dit comment ils y arrivent? Ça, c'est le marché parallèle mis en place, en tout cas bien nourri par les gardiens de la Révolution. Donc, il est vrai que ça a quand même contribué, mais ce n'est quand même pas la principale raison. Après, le régime, lui, en a profité pour dire que si la population était aussi dans cette situation économique et sociale, c'était lié aux sanctions. Ça, c'est vrai. Les sanctions jouent un rôle. Mais on a un régime qui n'est pas non plus un gestionnaire fabuleux. On a l'exemple quand Ahmadinejad était président, où la gestion a été catastrophique, où c'est là d'ailleurs qu'ont été mis en place les fameux tickets de rationnement pour l'essence. Et lui, il a dit que si la situation était mauvaise, c'était à cause des sanctions. C'est-à-dire qu'en plus, là, voilà, ça sert tout un narratif des pouvoirs en place qui, eux, se frottent les mains. Je dis, au final, on a des sanctions, on en profite pour aussi détourner, mais on sort un peu victorieux, parce qu'en fait, le méchant, c'est l'autre, c'est l'Occident. Mais c'est vrai que l'Occident n'a rien arrangé, ça c'est clair. Est-ce qu'il y a encore une... Mais en effet, on ne peut pas considérer en revanche l'Afrique du Sud comme les seuls exemples. C'est le seul exemple. Oui, ouais. Mais qui, du coup, a entraîné aussi la confusion sur le fait qu'en tout cas, l'Afrique du Sud était une démocratie, et donc qui, à l'intérieur, donc, on pouvait compter sur une certaine dynamique qui pouvait remettre en cause justement un régime démocratique, alors que justement les autres sont des régimes et ils ne peuvent pas être soumis à la même sous pression qu'une démocratie avec des sanctions. Disons que l'Afrique du Sud, c'était une démocratie quand même assez particulière. Ça dépendait de quel côté on était. Si, ça a joué certainement aussi. Mais ce qui, je pense, joue en défaveur aussi de l'Occident, c'est toute cette politique qui est menée depuis des années, et toutes les politiques d'ingérence et d'intervention qui ont quand même des résultats désastreux. C'est-à-dire que même quand les États-Unis sont intervenus en 2003 en Irak, et il est clair qu'il y a un certain nombre d'Irakiens qui, au départ, étaient plutôt satisfaits de la chute de Saddam Hussein, je parle en particulier de la communauté chiite, les effets ont été quand même désastreux après. La politique, en tout cas, menée par l'Occident, mais ça remonte quand même à un moment, c'est-à-dire qu'on peut faire remonter ça au XIXe siècle, avec les premières ingérences britanniques en Iran, notamment, l'Afghanistan, il ne faut pas oublier l'Afghanistan aussi, hein. Et ensuite, la chute de l'Empire ottoman et tout le découpage qui a été fait, la politique des pays occidentaux, des puissances occidentales, a été quand même plus que malheureuse.
Et donc, c'est aussi une réaction par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on a aussi nourri ça, malheureusement. Enfin, je pense. Ce n'est pas la seule raison, hein, bien évidemment. Il n'y a jamais un seul fait. Facteur, ouais. Mais ça n'a pas arrangé la vision qu'on peut avoir dans la région de l'Occident. Et surtout aussi, et je le vois quand on y va, et c'est la même chose, hein, quand on nous demande, par exemple, ne serait-ce que pour la politique française, c'est quoi la politique française? Compliqué, hein, comme question. Enfin, la question n'est pas compliquée, la réponse l'est beaucoup plus. Mais Ça manque de visibilité. voilà, c'est-à-dire que même nous, c'est un peu dur d'expliquer sur la durée la politique étrangère, française. Ouais, voilà. Donc, je pense, oui, le seul exemple qui a fonctionné, c'est l'Afrique du Sud. Mais là, ce n'est pas ma zone, donc je connais nettement moins. Et ça a été le seul cas. Et parce qu'il y a eu aussi une pression vraiment internationale. Ben oui, là, vraiment, il y a eu une vraie pression qui internationale. n'existe pas aujourd'hui. Qui n'existe pas. Est-ce qu'il y a une dernière question ou on arrête cette rencontre en ligne? Non, il n'y a pas de question. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Carole, d'être venue présenter ce livre. Et effectivement, ça suscite beaucoup de questions, plus de questions que de réponses. Et donc, on va continuer à réfléchir les uns les autres pour essayer de trouver des solutions à toutes ces questions qui ont été posées et qui ne sont pas réglées, en tous les cas, par les sanctions, les embargos et les blocus. Et en espérant effectivement surtout que ce soit les populations qui sont souvent qui en payent le prix fort, et c'est bien ça quand même la question la plus dramatique finalement. Et peut-être juste un tout petit, je rajoute un petit point, il ne faut pas non plus oublier l'Afghanistan. Voilà, parce que l'Afghanistan qui est aussi sous sanctions avec le régime taliban, là aujourd'hui on a plus de 23 millions d'habitants qui sont en insécurité alimentaire sur environ 40 millions. Voilà. Mais là aussi, des pays qui ont négocié avec les talibans bien avant qu'ils arrivent au pouvoir. On a des pays qui ont négocié avec les talibans dès 2013 pour avoir accès aux ressources. Pardon, désolé, mais je voulais quand même aussi qu'on n'oublie pas ce pays. Il ne faut pas oublier les sanctions qui sont très fortes et très importantes et qui ne vont pas forcément faire tomber le régime demain matin, ça c'est sûr. Écoutez, merci à vous d'avoir participé à cette rencontre. Merci, et merci à toi. Merci à l'IREMO et à toute l'équipe.